Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Eric, tu es sociologue à Paris 8, tu es membre senior de l'Institut universitaire de France et tu viens de publier aux éditions Textuelles un petit opus, ça s'appelle « Misère de l'anti-intellectualisme, du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme ». Tu reviens, et notamment depuis le 7 octobre, sur tout ce qui s'est, on va dire, concrétisé autour de cette notion d'anti-intellectualisme. D'ailleurs, c'est ma première question. Comment est-ce que tu définis l'anti-intellectualisme? Et surtout, pour le définir, quelles sont les sources aujourd'hui que tu identifies comme étant celles de l'anti-intellectualisme? C'est quoi? C'est le peuple, c'est les politiques populistes, c'est certains universités eux-mêmes, c'est les médias? Alors, effectivement, dans mon titre, mais aussi dans mon argument, l'anti-intellectualisme, c'est le concept qui organise tout un matériau empirique sur ce qui se passe, non seulement depuis le 7 octobre, mais aussi en remontant un peu davantage dans le temps, c'est-à-dire toutes les attaques contre l'islamo-gauchisme, contre la cancel culture, contre le wokisme, et aujourd'hui contre l'antisémitisme. Alors pourquoi parler d'anti-intellectualisme? On pourrait se représenter les choses, et à mon avis ce serait une erreur, avec un groupe social qui seraient les intellectuels, et en face, des gens qui ne seraient pas des intellectuels et qui seraient anti-intellectuels. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si on peut parler d'anti-intellectualisme, c'est bien plutôt comme à la fois d'une idéologie et d'une rhétorique qui va essayer de disqualifier un certain nombre de discours aujourd'hui, des discours de gauche, des discours critiques, en les renvoyant du côté des intellectuels. Alors ça peut être porté, entre autres, on le sait bien, par des gens qui eux-mêmes professionnellement sont des intellectuels. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sociologues, des linguistes et d'autres, souvent à la retraite, qui déplorent l'évolution de l'université, qui trouvent que c'est trop woke, c'est trop... il y aurait une sorte d'ambiance totalitaire du wokisme, etc. Donc ce n'est pas un groupe social des intellectuels et un groupe social des pas intellectuels. C'est quelque chose qui a une histoire politique assez longue, mais qu'on voit par exemple aux États-Unis et qu'on retrouve en France depuis un certain nombre d'années, qui est une manière, à droite, de mobiliser en disant, vous savez, les vraies élites, en fait, ce n'est pas les gens qui ont de l'argent, c'est les gens qui ont des diplômes. C'est-à-dire que ça va s'accompagner de pratiques culturelles qui peuvent être perçues comme élitistes ou arrogantes. Donc ça peut être aussi bien de regarder des films étrangers avec des sous-titres, ou ça peut être de manger du tofu, ou ça peut être d'aimer le café italien, ou que sais-je encore. Donc en fait c'est plutôt des styles de vie qui sont condamnés, qui sont associés à tort ou à raison à des formes d'arrogance sociale. Mais enfin, ça ne suffit pas à constituer des élites. Par exemple, bien sûr, on pourrait se dire que les bobos vont en vélo. Bon, il ne suffit pas d'aller en vélo pour être riche. Et il y a peut-être même une chance que ce soit le contraire. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est une manière de déplacer les rapports de classe, comme si les rapports de classe, ce n'étaient pas des rapports fondés sur l'argent, mais des rapports de classe fondés sur la culture. Ça, c'est quelque chose que les républicains ont beaucoup développé aux États-Unis depuis des décennies, et qu'en France, on a vu se développer en particulier depuis Nicolas Sarkozy. Mais il y a aussi une histoire plus récente qui porte spécifiquement contre les universités, et en particulier le point de départ, et c'est une des raisons pour lesquelles ce sont des questions que j'ai suivies depuis longtemps, les attaques contre ce qu'on a appelé en France la théorie du genre. Dans d'autres pays, on dit plutôt l'idéologie du genre. Mais le terme de théorie du genre, il me paraît significatif parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire tout ça c'est de la théorie, donc c'est pas vrai. Comme si la théorie, ça n'avait rien à voir avec la science, alors que bien entendu, les sciences sont fondées sur des théories. Et ça, c'est de l'anti-intellectualisme. C'est-à-dire que tant que le Vatican s'en prenait au concept de genre, on n'était pas dans l'anti-intellectualisme. C'est à partir des années 2010, quand ça va être récupéré par une droite qui n'est pas particulièrement religieuse, qui peut l'être ou ne pas l'être, pour mener des campagnes contre les universitaires, contre les mouvements minoritaires, les minorités sexuelles ou les minorités de genre.
c'est ce qu'on va retrouver dans beaucoup de pays, qu'on va retrouver au Brésil, qu'on va retrouver en Hongrie, par exemple, où l'université centrale européenne va être chassée par Orban, entre autres, en raison, ou du moins au motif, que cette université, elle avait des programmes d'études de genre. Même Poutine s'en prend aujourd'hui au genre, comme Trump, etc. Bref, il y a une sorte d'international réactionnaire qui s'est constituée, mais qui s'est constituée pas simplement en se prenant, comme ça a toujours été le cas dans le conservatisme sexuel, aux droits des femmes, aux droits des minorités sexuelles, mais aussi au discours universitaire, au discours théorique donc, qui contribue à dénaturaliser l'ordre du monde, à dire les choses sont comme ça, mais elles pourraient être autrement. Et c'est ce qui facilite la possibilité d'imaginer donc le changement, donc de changer les normes. Je crois que les questions de genre ont servi en quelque sorte de point de départ dans les années 2010, mais que ensuite ce qu'on a vu, c'est que ça pouvait se jouer sur la question raciale. On voit bien qu'en France, on utilise beaucoup, de manière négative, polémique, le terme d'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est une manière de conjuguer non seulement la classe et la race, mais aussi le genre. Donc on voit bien que ça permet de s'en prendre à l'ensemble des études critiques, c'est-à-dire des études qui ont un écho à gauche plutôt qu'à droite. Aux États-Unis, c'est plutôt la Critical Race Theory, c'est-à-dire, à nouveau, c'est le mot théorie. Mais ça revient un peu au même. C'est l'idée, là aussi, de dénaturaliser les rapports sociaux fondés sur l'origine, la couleur de peau, etc. Donc, on voit bien que beaucoup de controverses qui ont eu lieu autour de la notion de racisme d'État ou autour de mots comme racisé, ça rejoint d'autres batailles comme celle sur l'écriture inclusive, etc. Tout ça, ça met en avant le fait que le problème, c'est pas seulement les minorités, c'est aussi les discours intellectuels, universitaires, théoriques, qui contribuent à donner des armes, ou au moins des outils, aux personnes qui se mobilisent pour essayer de changer l'ordre du monde d'un point de vue minoritaire. Ce dont tu es en train de me parler, c'est un anti-intellectualisme qui serait politique, qui aurait des fins, des objectifs et même des moyens qui sont octroyés par les politiques, par l'intermédiaire de leur discours. Mais au fond, ces discours qui sont tenus par les politiques, ils existaient déjà, c'était des débats qui existaient déjà au sein de l'université avant les années 2010, dans les années 50, 60, 70, il y a toujours eu des intellectuels conservateurs qui s'insurgeaient contre les théories plus progressistes qui étaient prônées par leurs collègues. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, d'après toi, ça a réussi à faire florès au-delà en fait de la sphère universitaire, c'est repris par les politiques et dans une certaine mesure, ça trouve de l'écho dans la population. Maintenant, le terme woke, même ma grand-mère qui a 92 ans, elle utilise le mot, ce qui est quand même assez étonnant chez elle qui ne parle pas un mot d'anglais. Elle l'a imprimé, quoi. Alors, je pense qu'effectivement, c'est intéressant de faire de l'histoire pour voir en quoi ce qui se passe actuellement n'est pas juste la répétition de ce qu'il y a eu avant. En particulier, ce qu'on voit, c'est que j'en parle au tout début du livre, il y a une expression qui s'est répandue, qui est celle de macartisme de gauche. Alors c'est intéressant parce qu'elle s'est répandue depuis quelques années, mais elle avait déjà une première vie au moment où je m'intéressais, il y a plus de 30 ans, au débat sur le politiquement correct, donc au début des années 90, où on parlait déjà du macartisme de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, puisque historiquement, dans les années 50, le macartisme, c'est un mouvement d'une droite très dure, eh bien, on disait, non, c'est de l'autre côté aujourd'hui, mais en fait, ce déplacement, ce basculement supposé dans l'intolérance, ça méconnaît une chose, premièrement, c'est que pour être vraiment intolérant, c'est-à-dire pour pouvoir censurer les autres, il faut avoir du pouvoir. Donc c'est quand même plutôt du côté de l'État qu'on peut craindre des abus de pouvoir. Les universitaires ont quand même un pouvoir très limité. Ils peuvent bien sûr dire des bêtises, comme tout le monde. Ils peuvent bien sûr avoir une influence, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir du pouvoir.
Il y a une deuxième chose qui fait une différence très importante entre le macartisme historique et ce qu'on appelle aujourd'hui le macartisme de gauche, c'est que le macartisme, c'était une attaque contre les universitaires. Or, aujourd'hui, on nous dit que c'est les universitaires qui seraient macartistes. Autrement dit, l'anti-intellectualisme, il était de l'autre côté. Donc, il y a un jeu avec ça. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche si bien ? C'est la question que tu poses, et effectivement, on peut se dire, mais après tout, il ne suffit pas de lancer des arguments pour que ça marche. Je pense qu'il y a d'abord des conditions sociologiques très simples, c'est-à-dire le rôle des médias, le rôle de l'édition, etc. Combien de livres sont publiés avec woke ou wokisme dans le titre ? Combien de magazines ont publié des unes sur le danger de l'islam ou de l'islamo-gauchisme ? Donc, en fait, il y a des conditions à la fois économiques et sociales, c'est-à-dire que l'espace médiatique s'est déporté vers la droite, que ce soit aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays. C'est pareil pour l'édition. C'est d'ailleurs pas un hasard si aujourd'hui les attaques portent beaucoup sur l'université, c'est que l'université, eh bien, elle a quand même une certaine autonomie. Autrement dit, on est un tout petit peu moins, quand on est prof, déterminé par ses conditions économiques. Ça a des conséquences très importantes, bien sûr, parce que ça veut dire est-ce qu'il y a des financements pour qu'il y ait des doctorants qui fassent des recherches dans un domaine, par exemple. Et ça, c'est important. Donc supprimer, comme on l'a fait, les financements par la région Île-de-France de l'Institut Émilie du Châtelet qui finançait des doctorants et des postdoctorants, ou plus souvent des doctorantes et des postdoctorantes, eh bien ça a des conséquences, et ça en aura. Donc la question, c'est pas seulement ça, c'est que, à mon sens, on est à un moment historique où il y a un anti-intellectualisme qui s'inscrit dans une double logique et avec la convergence de ces deux logiques. D'une part, il y a un anti-intellectualisme néolibéral. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée que les savoirs critiques, c'est-à-dire des manières de se poser des questions sur le monde, de ne pas accepter l'évidence des choses, mais d'interroger l'ordre du monde, eh bien ça c'est inutile. C'est économiquement une perte de temps et d'argent. Donc, du point de vue du néolibéralisme, on le voit avec quelqu'un qui pourtant vient d'une formation universitaire en Argentine, Milei, au fond, il veut casser tout ça. Parce que ça ne sert à rien. Afuera. Voilà. D'un autre côté, il y a une logique qui prend de plus en plus de poids, et pas seulement à l'étranger, en France aussi, qui est une logique néofasciste. Et là, pour les néofascistes, les savoirs critiques, ils sont considérés comme dangereux. Ils pervertissent la jeunesse. Alors, d'un côté, on a envie de protester en disant « mais non, c'est pas vrai », mais d'un autre côté, après tout, effectivement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que dans beaucoup de domaines, les jeunes ne pensent pas comme les vieux. On le voit par exemple sur un sujet d'actualité, sur tout ce qui touche à Israël, la Palestine. Les enquêtes d'opinion dans le monde entier montrent un écart générationnel très important, c'est-à-dire avec une sensibilité bien plus grande à ce qu'endurent les Palestiniens en ce moment, chez les jeunes, que chez les vieux. Donc, bien sûr, toutes ces questions sont différentes, c'est-à-dire que parler de genre, ou parler d'Israël, ou parler d'intersectionnalité, et en particulier de la question raciale, etc., tout ça, c'est des questions différentes, mais au fond, un des enjeux, c'est est-ce qu'on peut avoir un rapport critique, non pas au sens de critiquer, mais au sens d'interroger, au monde. Et actuellement, le rétrécissement de l'espace médiatique, le rétrécissement de l'espace éditorial, eh bien, ça fait que les sujets, ils sont en quelque sorte déterminés d'avance. De quoi on parle et comment on en parle, eh bien, c'est assez restreint. Donc, il me semble que c'est dans ce contexte-là qu'on peut comprendre l'anti-intellectualisme, avec en plus quelque chose qui, à mon avis, est très important aujourd'hui pour la démocratie. Et ça, c'est tout particulièrement par rapport à cette poussée néofasciste un peu partout dans le monde, et encore une fois, y compris en France. Il n'y a pas besoin que l'extrême droite soit au pouvoir pour qu'elle soit au pouvoir. C'est la question de la vérité, pour le dire de manière un peu pompeuse. J'essaie dans ce livre
de proposer une analyse sur le rôle aujourd'hui du n'importe quoi. Dire n'importe quoi. Alors on le voit de manière spectaculaire avec des gens comme Bolsonaro ou Trump qui racontent n'importe quoi. L'histoire propagée par Trump et par son vice-président J.D. Vance sur les chiens et les chats qui seraient mangés par des Haïtiens à Springfield. Bon, c'est un exemple, c'est raconter n'importe quoi et tout le monde le sait bien, mais ça occupe l'espace, ça distrait, ça horrifie, ça remplace des discussions qui pourraient avoir lieu sur la réalité. Donc, il y a une politique du n'importe quoi et que j'ai essayé de théoriser en m'appuyant sur un philosophe de Princeton, Harry Frankfurt, qui a écrit un petit essai très intéressant qui s'intitule On Bullshit, le bullshit, c'est-à-dire le n'importe quoi. Et ce qu'il dit, c'est pas simplement un mensonge, parce qu'au fond, quand on ment, on veut que les gens croient ce qu'on raconte. Donc c'est encore une forme d'hommage du vice à la vertu. Ça veut dire qu'on croit encore qu'on est censé croire la vérité. En revanche, le n'importe quoi, c'est juste pour être distrayant. Par exemple, au Brésil, Bolsonaro, eh bien, il a lancé une rumeur sur le fait que dans les écoles, on diffuserait des kits gays pour devenir gay, y compris avec des biberons qui seraient des biberons avec des têtes de pénis pour les enfants. Tout le monde sait bien que c'est n'importe quoi. Donc c'est pas pour essayer de dire je vais vous dire la vérité, mais je vais vous raconter des histoires. Et je vais vous raconter des histoires horribles sur la gauche. Et c'est ce qui se passe en ce moment très souvent dans les attaques contre le wokisme, dans les attaques contre l'islamo-gauchisme. On raconte n'importe quoi. Et il y a une prime à raconter n'importe quoi. Mais ça, c'est très dangereux démocratiquement. Parce que démocratiquement, si au fond, c'est pas simplement qu'on raconte des mensonges, parce qu'il y a toujours eu des fake news, il y a toujours eu de la propagande. Mais si on bascule du côté de ce qu'une conseillère de Trump avait appelé, dès qu'il avait été élu, des alternative facts, des faits alternatifs, eh bien ça veut dire que la vérité n'a plus cours, qu'au fond, raconter n'importe quoi, ça va occuper tout l'espace. Et donc, essayer de faire entendre autre chose va devenir très difficile. Et c'est là, me semble-t-il, que l'anti-intellectualisme joue un rôle très important politiquement. C'est une manière de dire à un espace assez réduit qui est celui de l'université, mais en même temps assez influent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont à l'université, c'est dire non, mais votre quête de la vérité, de la rigueur, essayez de ne pas dire n'importe quoi, vérifiez vos sources, tout ça, au fond, vous êtes dans l'idéologie. Il y a quelque chose, et je l'ai ressenti en lisant ton livre, et là dans ton discours, tu as l'air de lier, en fait, de faire des universitaires ou des académiques des garants de la vérité, ce qui est un peu particulier. Et du coup, est-ce que tu peux répondre à ça? Mais ma sous-question, c'est est-ce que tu considères que tous les universitaires, ou que l'université est un lieu nécessairement du progressisme, parce que parfois on a l'impression en te lisant ou en t'écoutant que des universitaires, on va dire conservateurs, ou faire de l'université ou de l'académie d'ailleurs des lieux de la conservation, c'est pas possible, c'est antinomique. Alors évidemment, je suis bien placé pour savoir que ça n'est pas le cas, et en particulier je ne rencontre pas toujours une approbation unanime parmi mes collègues dans mes prises de position, mais aussi dans mes analyses. Mais malgré tout, il se trouve que dans le monde universitaire, normalement, on a intérêt à avoir une certaine légitimité professionnelle qui repose sur le fait qu'on ne dise pas n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que tout le monde va produire un discours critique, mais malgré tout, normalement, il y a des instances d'évaluation, par exemple, mais il y a aussi la perception que les collègues peuvent avoir de ce qu'on fait, à travers leur lecture, à travers toutes sortes de choses. Et ça, en gros, ça donne une légitimité. Encore une fois, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas d'argent,
Donc on dépend de quoi? On dépend d'une forme de légitimité. C'est ce qui construit des carrières, mais aussi des formes d'estime collective, etc., qui font qu'on peut être un peu entendu. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde soit d'accord, ça ne veut pas dire que l'université soit forcément progressiste, etc., mais qu'il y a un intérêt supérieur à d'autres métiers à croire à la vérité, parce que ça ne va pas être... Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Personne n'en sait rien. Il y a des batailles universitaires, pour dire ça simplement, enfin, et pas seulement universitaires, bien sûr. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'au fond, c'est la seule raison d'être, au fond. Puisque ça ne veut pas être l'argent, ça ne veut pas être le pouvoir, eh bien, c'est des formes de compétences, des formes de savoir, des formes de réflexion, de conceptualisation, etc. Et donc, on peut estimer le travail de gens dont on ne partage pas du tout les idées. Le risque, bien sûr, c'est que dans un climat d'anti-intellectualisme, on voit des intellectuels conservateurs qui oublient le critère habituel qui est « on va essayer de ne pas dire n'importe quoi » et qui se laissent un peu porter par l'air du temps. Il se trouve, comme je le disais tout à l'heure, que ce sont plus souvent des gens à la retraite, c'est-à-dire qui, en quelque sorte, se sont éloignés empiriquement de la réalité du monde universitaire, mais aussi qui, peut-être, se sentent libres de s'abstraire de cette espèce de surmoi universitaire qui fait qu'on a quand même un intérêt objectif à essayer de ne pas dire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire, bien entendu, encore une fois, que tout le monde va tenir un discours progressiste. Mais ça veut dire que, par exemple, lorsqu'il y a eu la ministre Frédérique Vidal qui a annoncé une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Eh bien, une pétition a été rédigée, on va dire par des islamo-gauchistes, pour le dire ironiquement, c'est-à-dire des personnes qui pouvaient être visées par une telle attaque. Et très rapidement, cette pétition, elle a réuni, je ne sais plus, mais je crois que c'était plus de 23 000 signatures dans le monde universitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient d'accord avec les études de genre ou avec les études sur la question raciale, ou etc. C'est que beaucoup de gens ont compris qu'au fond, si on commence à vouloir contrôler à partir d'instances politiques le travail universitaire, eh bien le travail universitaire n'a plus de raison d'être. Parce que bien sûr, ça ne s'arrête pas là. On voit bien que ça peut porter sur le climat, que ça peut porter sur des questions pharmaceutiques, ou que toutes sortes de sujets, donc pas simplement dans les sciences humaines et sociales. En fait, le savoir, dans ces cas-là, on se rend compte que ça devient une forme de pouvoir qui peut avoir des conséquences sociales, politiques, économiques. Tu as beaucoup parlé de l'intellectualisme, d'ailleurs c'est l'objet de ton livre, hein, l'intellectualisme qui vient de la droite et du camp réactionnaire. L'anti-intellectualisme. L'anti-intellectualisme, pardon, oui, tu as raison, qui vient de la droite et du camp réactionnaire. On en retrouve aussi à gauche. Je voudrais te prendre un exemple, c'est Fabien Roussel, qui était à l'époque candidat pour le Parti communiste français, qui en 2021 disait « J'en ai un peu marre de ces intellectuels condescendants qui n'arrêtent pas de nous donner des leçons sur nos pratiques, sur nos manière de faire, qui nous dit ce qu'il faut manger et comment il faut conduire. » Et ce que dit Fabien Roussel là, en vérité, on l'entend parfois dans la bouche de notamment certains et certaines hommes et femmes politiques de gauche. C'est-à-dire, ah mais qu'est-ce qu'ils en savent, eux, là, dans leur bureau au CNRS, de ce qui se passe vraiment sur le terrain et de ce que j'ai entendu sur le marché. Est-ce que cette façon finalement d'être, c'est un mot que tu n'as pas utilisé, que j'ai utilisé dans ma première question, mais le mot de populisme, c'est-à-dire de flatter finalement le bon sens populaire en le mettant en opposition avec le savoir universitaire. Alors je trouve que la phrase que j'avais oubliée ou peut-être méconnue de Fabien Roussel, mais il y en a sans doute d'autres qui vont dans le même sens, elle est révélatrice à beaucoup d'égards. La première chose, c'est que je ne vois pas bien à qui il pense dans le monde universitaire qui disent comment il faut manger, comment il faut boire, comment il faut, etc. C'est une vision du monde universitaire qui n'a à peu près aucun rapport avec la réalité. Mais si, parce que
désolé, je vais me faire le défenseur de Fabien Roussel. On peut penser notamment par exemple aux agronomes qui disent bon bah voilà, il faudrait ordonner comme ça, ordonner toute notre agriculture et toute notre distribution alimentaire de telle façon. Et parfois ça rentre en contradiction avec la façon dont la réalité des pratiques des Français et des Françaises, et deuxièmement avec la réalité des pratiques de ceux qui produisent, c'est-à-dire les agriculteurs et les agricultrices. Mais en fait, en général, on ne les définit pas comme des intellectuels, mais plutôt comme des experts qui ont une compétence. Donc le choix du mot intellectuel, c'est une manière un peu, disons précisément, effectivement, de jouer sur des fantasmes, sur le macartisme de gauche. Il est un peu dommage que ça vienne de la gauche. Mais on voit bien aussi que c'est une sorte, à mon sens, d'illusion chez un certain nombre de gens de gauche qui ont l'impression que le moyen de regagner les ouvriers qu'on a perdus, ce sera de s'en prendre au wokisme, que ce sera de s'en prendre à l'islamo-gauchisme, que ce sera, etc. Je crois que c'est depuis longtemps, pour ma part en tout cas, quelque chose que j'ai critiqué, parce que c'est à mon sens une illusion qui repose entre autres sur l'opposition fallacieuse entre le social et le sociétal. On veut croire qu'il y aurait d'un côté des vraies questions qui seraient les questions de classe et qu'on appellerait sociales, et que de l'autre il y aurait des questions qui concerneraient les femmes, les homosexuels, qui concerneraient les minorités raciales, etc., et qu'on appellerait sociétales. En tant que sociologue, moi je suis convaincu que tout ça c'est du social, et que ça n'existe pas sur des planètes séparées. Ça fait longtemps, mais je ne suis pas le seul bien sûr, que je rappelle que quand on pose la question des retraites, qui est une question classique pour la gauche, eh bien prendre en compte le fait que ça a des effets différenciés selon qu'on parle des femmes ou des hommes, ça n'est pas inintéressant. Ça a des conséquences politiques, ça a des conséquences sociales. De même, si on est en train de parler des classes populaires, il est un peu difficile de faire abstraction du fait que les minorités raciales y sont surreprésentées. Ce sont des choses de sens commun, mais qui, je crois, évitent de tomber dans le piège de cette opposition qui convient très bien à la droite. Donc, il y a une tentation à gauche de croire que si on veut regagner les classes populaires, il faudra en passer par là. C'est une grave erreur parce que les classes populaires, il y a des femmes aussi. Les classes populaires, il y a des minorités raciales aussi. Il y a des minorités sexuelles aussi. Donc, on n'a pas intérêt à reconduire ces oppositions-là. Parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on pense seulement, dans les classes populaires, aux hommes blancs hétérosexuels. Ça ne suffira pas. Donc, quoi qu'on en pense idéologiquement, ça n'est pas un bon calcul. D'autant plus qu'il y a des gens de l'autre côté, à l'extrême droite, qui sont déjà en train de porter ce discours. Donc, ça c'est une question à laquelle je m'étais intéressé en écrivant sur le populisme de gauche, une critique du populisme de gauche, également d'ailleurs chez Textuel, c'est un volume antérieur, c'est un peu une sorte de chronique des grandes batailles idéologiques de ces dernières années pour la gauche. Je crois que, en fait, croire, quand on est de gauche, que le problème ce sont les savoirs critiques, c'est vraiment se tromper. Parce que les savoirs critiques, c'est quoi ? C'est se poser des questions sur l'ordre du monde. Or, historiquement, la gauche pose des questions sur l'ordre du monde. La gauche veut rompre avec l'évidence selon laquelle le monde est comme il est, et c'est bien comme ça. En revanche, la droite, elle est très contente du monde tel qu'il est. D'ailleurs, on appelle ça les conservateurs. Donc je crois que c'est très bien pour la droite d'être dans ce rôle, mais pour la gauche, on ne peut pas dire d'ailleurs que ce soit très payant. Toi, ce que tu proposes, c'est de réhabiliter l'intellectualisme. Tu parles c'est ta conclusion, d'intellectualisme démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et enfin, je comprends l'objet et la direction de ton combat, mais c'est quoi les voies et moyens pour fonder cet intellectualisme démocratique ? Alors d'abord, peut-être expliquer ce que j'entends par intellectualisme, puisque c'est en quelque sorte simplement prendre le contre-pied de l'anti-intellectualisme. C'est un peu péjoratif. Hein. Voilà. L'anti-intellectualisme est un terme péjoratif, et pour moi, je revendique l'intellectualisme. L'intellectualisme, pourquoi ? Parce que si je dis ça, on peut se dire « Oh là là, c'est élitiste ».
On peut avoir l'impression que c'est une manière de vouloir dire des choses compliquées pour être dans un club de gens qui se croient intelligents et qui savent des choses, etc. Ben non, moi je parle aussi à partir d'une expérience qui est celle d'être un prof à l'université, y compris d'être à Paris 8, donc dans une université populaire, on va dire, à Saint-Denis. Et donc, en fait, je n'ai pas l'impression que le savoir, ce soit élitiste. Au contraire, je crois qu'il y a une demande de savoir très forte des classes populaires. D'abord, ça se traduit par le fait que, qu'est-ce qu'on a vu depuis quelques décennies en France, c'est l'explosion du monde universitaire en termes de nombre. On est passé de quelques-uns à beaucoup. Bien sûr, ça pose des problèmes, entre autres parce qu'on ne l'a pas financé. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que de plus en plus de gens dans notre société accèdent au savoir universitaire. Après tout, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 quand Emmanuel Macron, à la fin du premier confinement, a lancé son attaque contre les universitaires en glissant quelques petites phrases dans Le Monde sur le fait qu'il avait peur de perdre la jeunesse? C'était au moment où le comité Adama Traoré venait d'avoir une première manifestation et en préparait une deuxième, place de la République, et où donc il y avait un retour de la politique dans la rue et qui se faisait précisément autour de questions qui avaient à voir avec la critique de l'État, en l'occurrence de la police, mais aussi avec l'expérience de la discrimination dans les quartiers populaires et en particulier pour les jeunes hommes noirs et arabes, comme l'a montré l'enquête du défenseur des droits. Donc, ce que fait à ce moment-là le président de la République, Emmanuel Macron, c'est qu'il dit que les universitaires se sont rendus coupables, qu'ils ont cassé la République en deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il comprend bien qu'effectivement, il y a des rapports entre ce qui peut se raconter dans les études et ce qui peut se passer ensuite dans la société. Ce qui paraît plutôt normal. Autrement dit, les universitaires n'ont pas de pouvoir, mais potentiellement, ils ont de l'influence. Parce que les jeunes gens qui vont à l'université, eh bien, ils viennent avec des préoccupations et ils vont se saisir de ce qui leur est utile, soit directement pour leur métier, soit pour leurs engagements en tant que citoyennes et que citoyens. Donc, en fait, le monde universitaire, eh bien, il peut avoir une influence sur le monde social. Ça n'est pas une île, un îlot dans un océan. C'est en réalité, ça fait partie de la société. Donc je crois que l'intellectualisme, il faut le penser, non pas sur un mode élitiste, conservateur, c'est-à-dire il ne s'agit pas de revendiquer contre la décadence médiatique, le fait qu'aujourd'hui il faudrait se réfugier dans les grands livres, etc. C'est-à-dire une forme d'intellectualisme conservateur. Non, l'intellectualisme démocratique que je revendique, c'est le fait que, au fond, tout le monde a intérêt et a envie de comprendre le monde dans lequel on vit. Et en particulier, les personnes qui, en quelque sorte, ne sont pas les bénéficiaires de l'ordre établi. Encore une fois, si tout se passe bien dans la vie, si on trouve que tout va bien, que, après tout, je m'en sors bien économiquement, je m'en sors bien professionnellement, je m'en sors bien, j'habite dans un beau quartier, si tout va bien, on n'a pas trop intérêt, spontanément, ça n'est pas impossible, mais on n'a pas trop intérêt à se tourner vers des savoirs critiques. Mais en revanche, quand on vit dans un monde plus difficile, ce qui est le cas de beaucoup de mes étudiantes et de mes étudiants, on a envie d'avoir des outils pour penser comment le monde n'est pas condamné à être ce qu'il est. Ça ne veut pas dire que l'université fasse de la politique au sens de dire aux gens pour qui voter, mais que ça donne des outils pour ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous raconte, y compris tout ce qu'on nous raconte dans les médias. Après tout, qu'est-ce qu'on apprend à l'université? Eh bien, on apprend à écouter certains discours et à se dire qu'est-ce que j'en pense, à les critiquer. On le fait sur des grands auteurs du passé, mais on peut le faire aussi sur des discours politiques d'aujourd'hui. Donc l'intellectualisme, en ce sens-là, c'est le fait de se dire que se poser des questions, essayer de réfléchir, essayer de nourrir d'informations. On a eu un exemple qui a été spectaculaire pour tout le monde, je crois, c'est en 2005, le débat sur le traité constitutionnel européen, où
tout le monde se disait a priori que c'était très technique et que ça ne pouvait intéresser personne et que donc il fallait laisser les gens compétents, les experts, les gens raisonnables, les gens rationnels trancher tout ça et que le peuple devait juste ratifier. Qu'est-ce qu'on a vu au contraire? On a vu qu'un peu partout en France, des gens se mettaient à lire collectivement, à commenter, etc. Bon. Donc on a vu une sorte d'intelligence collective. Les gens se sont dit, après tout, ça nous concerne, donc on va essayer de comprendre, et on va essayer d'écouter des gens. Et moi j'ai eu constamment le sentiment, dans mon propre travail, que l'anti-intellectualisme, ce n'était pas dans la population en général. Bien sûr, ça existe aussi. Je ne veux pas dire que la population serait spontanément du côté de l'intellectualisme que je revendique. Mais je crois que c'est une bataille où, en particulier, très souvent, dans mon expérience des médias, il y a, chez beaucoup de journalistes, la croyance que les vrais gens, c'est-à-dire pas eux, ni surtout moi, eh bien, les vrais gens, ils n'ont pas envie de trucs trop compliqués. Moi, au contraire, j'ai toujours été saisi par le fait qu'il y avait un plaisir de la part de gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études, mais qui peuvent en avoir fait par ailleurs, mais à écouter, à comprendre, à s'approprier, à ne pas être d'accord, bien sûr. Mais que, en fait, c'est aussi ça le développement d'études plus longues dans notre société. C'est que de plus en plus de gens, en fait, qui n'ont pas beaucoup l'occasion de le faire parce qu'ils ont leur boulot et qu'il y a autre chose à faire, et puis qu'ils rentrent le soir, ils sont fatigués, et puis que s'ils regardent la télé, c'est pas toujours là qu'il va y avoir des discussions très intéressantes. Mais quand il y a des occasions qu'on leur parle en les prenant pas pour des imbéciles, c'est-à-dire en pariant sur leur désir d'intelligence, eh bien je crois que très souvent, ça rencontre une intelligence. A l'inverse, bien sûr, si on parie sur l'inintelligence des gens, il y a des chances qu'on la rencontre aussi. Et c'est ce que font des gens comme Trump, des gens comme Bolsonaro, des gens comme Milei, etc. Parier sur l'inintelligence des gens ou parier sur l'intelligence des gens. C'est un pari. Mais c'est un pari qui est fondé sur le fait que ce n'est pas joué d'avance. C'est-à-dire que potentiellement les mêmes personnes peuvent choisir pour des raisons, ou se retrouver d'un côté ou de l'autre, souvent pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que si on a envie de se réfugier dans le fait que, après tout, j'en ai assez de tous ces trucs, on va m'embêter avec l'écologie, on va m'embêter avec l'homosexualité, ou encore pire, les personnes trans, etc. Oui, c'est possible, c'est-à-dire une volonté de ne pas réfléchir au fait que le monde bouge. C'est une possibilité. Mais ça demande un travail pour résister à l'évidence du fait que les choses bougent. Donc il y a un travail intellectuel des deux côtés, un travail pour ne pas voir le monde et un travail pour essayer de le comprendre. Donc il faut parier sur le fait que plus de gens auront envie, qu'on va les encourager à avoir ce désir. C'est après tout ça le métier de prof. J'ai une dernière question, Éric. Tu consacres une grosse partie de ton livre à la question de l'antisémitisme, de l'accusation en antisémitisme, et ce, notamment depuis les attaques terroristes du 7. D'ailleurs, terroriste, c'est une question que tu abordes dans ton livre, du 7 octobre 2023. Tu as 3 endroits géographiques, tu parles de l'Allemagne, des États-Unis et notamment des universités américaines et de la France avec comme exemple Sciences Po. Qu'est-ce qui s'est accéléré, qu'est-ce qui s'est concrétisé, on va dire, depuis le 7 octobre par rapport à toutes les questions là, dont tu viens de parler sur l'anti-intellectualisme? Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que, en fait, il est très difficile, depuis le 7 octobre 2023, de faire abstraction de tout ce qui se joue en Israël, à Gaza, en Cisjordanie, et maintenant, en plus, aujourd'hui, un peu dans toute la région. Et je n'ai pas de compétences particulières, donc j'évite de traiter de ces conflits. Je ne parle pas d'Israël, je ne parle pas de Gaza. En revanche, je parle de la manière dont ça se passe aux États-Unis, en France et effectivement en Allemagne. Alors en Allemagne,
avec une moindre compétence que pour les États-Unis et la France, que j'ai étudié depuis longtemps, et en m'appuyant sur des travaux d'autres personnes, et comme je le souligne. Donc, la première chose, c'est que l'évidence aveuglante depuis le 7 octobre, c'est qu'on est en train de parler d'Israël, de Gaza, de l'antisémitisme, etc. Or, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'au moins quand on se focalise sur la question de la critique des universités, ça ne commence pas le 7 octobre. Au fond, on voit par exemple à Sciences Po qu'après l'incident dénoncé par l'Union des étudiants juifs de France début mars 2024 sur l'occupation d'un amphithéâtre pendant une matinée et par un groupe pro-palestinien avec l'incident contesté du fait qu'une personne aurait été empêchée d'entrer parce que membre de l'UEJF. Je n'entre pas dans le détail de cette histoire, mais je le fais dans le livre. On voit que dès le lendemain, on a Éric Zemmour qui parle d'une ZAD islamo-gauchiste et on a Gérard Larcher qui parle d'un bunker islamo-gauchiste. Autrement dit, ils font le lien directement avec ce qui s'est passé avant. Et c'est ce que tout le monde va faire. C'est-à-dire qu'au fond, on voit qu'en France, les polémiques contre l'université au nom de l'islamo-gauchisme, du wokisme, etc., elles vont trouver un prolongement avec l'antisémitisme. Et ce n'est pas seulement en France, puisqu'aux États-Unis, c'est la même chose. On voit par exemple que les attaques qui ont fini par avoir la peau, si je puis dire, de deux présidentes d'université, en particulier celle de Harvard, eh bien, en réalité, les gens disent, qui ont mené ces attaques, bon, en fait, ce qu'on vise, c'est la diversité, les politiques de diversité, non seulement dans l'université, mais au-delà. Autrement dit, ça fait le lien avec ce qui était déjà attaqué depuis longtemps. La preuve, c'est que on découvre des gens qui semblaient pas particulièrement sensibles à la lutte contre l'antisémitisme, que ce soit aux États-Unis ou en France. Par exemple, aux États-Unis, des gens qui ont refusé, des élus qui ont refusé qu'on ait des auditions sur ce qui se passait à Charlottesville en 2017 avec des suprémacistes blancs, y compris sur le campus de l'Université de Virginie, qui avait été plutôt salué favorablement par Donald Trump. Donc les suprémacistes blancs qui criaient des slogans néo-nazis, ça ne les dérangeait pas. Mais en revanche, les discours pro-palestiniens sur les campus, là, ça leur posait problème. Ils avaient une sensibilité extrême à l'antisémitisme si ça concernait Israël. Autrement dit, c'est un déplacement de la question sur les Juifs à la question sur Israël. C'est un peu la même chose en France, quand on voit que, par exemple, les présidents d'université sont convoqués par l'Assemblée nationale puis par le Sénat, après ce qui s'est passé à Sciences Po, et on leur fait la leçon sur le fait qu'ils auraient laissé se développer un antisémitisme sur les campus et qu'ils nieraient cette réalité, etc. Toutes accusations très problématiques. Mais si on veut en saisir le caractère problématique, il faut bien voir que, par exemple, quelqu'un comme Julien Audoul, qui est un député du Rassemblement national, eh bien, il va pouvoir en gros, se présenter comme un des adversaires les plus résolus de l'antisémitisme. Il va même considérer que c'est la faute des islamo-gauchistes si on a pu voir ou entendre Hitler c'est le meilleur sur le campus de Nanterre. Hitler n'est pas vraiment une référence pour la gauche, d'ordinaire. Il y a des raisons de penser que si des gens ont dit ça, ou s'ils l'ont écrit, c'est plutôt du côté de Julien Audoul que du côté de la France insoumise. Ou des universitaires. Ou des universitaires, ou des étudiants, ou etc. Bref, ce qui est intéressant pour moi, c'est que ne pas isoler la question de l'antisémitisme, mais l'inscrire dans une histoire un tout petit peu plus longue, ça permet de comprendre à quel point, au fond, l'antisémitisme, c'est le nouveau langage qui permet de donner un masque vertueux à des attaques qui ne sont pas foncièrement démocratiques. Mais on voit bien qu'il y a une rhétorique démocratique. Pendant un certain temps, on nous a expliqué que, en fait, c'était réellement pour défendre la laïcité ou réellement pour défendre les droits des femmes. Et maintenant, c'est réellement pour lutter contre l'antisémitisme. Oui, mais il se trouve que toutes ces attaques-là, eh bien, c'est de la part de gens qui, d'habitude, n'en ont rien à faire, ni de la laïcité, ni des droits des femmes, ni des droits des minorités sexuelles, ni de l'antisémitisme. Donc, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'antisémitisme. Bien sûr qu'il y a de l'antisémitisme. Il peut y en avoir dans les universités. A priori, je n'ai pas de raison de penser qu'il y en a plus que dans la société.
J'aurais même tendance à penser qu'il y en a moins. En tout cas, moi, je n'y suis pas confronté dans ma propre université, à Paris 8. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas du tout, mais moi, je fais des cours depuis longtemps sur des questions qui pourraient susciter des réponses de ce genre, et je n'ai jamais entendu un seul propos antisémite dans mes cours. Alors que je parle de questions raciales, alors que je parle de questions de genre, alors que je parle de questions de classe, etc. Donc, en fait, ce à quoi on assiste, c'est au fait que, bien sûr, il y a de l'antisémitisme, bien sûr, il y en a à gauche, bien sûr, c'est préoccupant, bien sûr qu'il faut lutter contre. Mais la question, c'est si on laisse instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme, comme ça a été le cas en France au moment des élections, en faisant un argument où, au fond, la gauche serait devenue complice de l'antisémitisme, et donc ça justifie la situation actuelle, c'est-à-dire l'alliance objective de l'extrême droite, de la droite et du macronisme, soit une sorte de front républicain à l'envers. On pourrait appeler ça un front anti-républicain, mais qui est porté, entre autres, par un Premier ministre qui appartient à un parti qui s'appelle les Républicains. Donc on est dans un langage un peu orwellien, où les Républicains sont les seuls qui n'ont pas voulu le front républicain. Donc je crois que ça n'est pas propre à la France. Les États-Unis, c'est la même chose. On voit qu'il y a eu une volonté de disqualifier les démocrates en disant qu'au fond, ils étaient un danger pour les Juifs. Ils continuent de le dire. Enfin... Bien sûr. Mais je pense que donc, il est très important, précisément si on prend au sérieux les risques que pose l'antisémitisme, pour les personnes juives, mais aussi, bien au-delà, pour une société démocratique. On a intérêt à être vigilant, c'est-à-dire à ne pas se laisser récupérer par ces rhétoriques, non seulement droitières, mais d'extrême droite. On voit bien qu'il y a aujourd'hui, moi j'avais été très frappé de lire au lendemain du 16 octobre Renaud Camus, qui a lancé l'expression grand remplacement, qui prenait parti avec enthousiasme pour Israël, en considérant qu'Israël était en quelque sorte le modèle de société auquel il aspirait pour la France, c'est-à-dire qu'au fond, une définition ethno-raciale d'Israël est défendue par Renaud Camus, parce que comme ça, chacun est chez soi. Les Juifs en Israël, les Arabes, eh bien dans les pays arabes, et puis les Blancs en Europe. Donc, je crois que précisément quand on lutte contre l'antisémitisme, on a intérêt à s'interroger là-dessus, y compris quand on se rappelle que Renaud Camus, c'est quelqu'un qui trouvait qu'il y avait trop de juifs sur France Culture. Le fait qu'il ait été défendu par Alain Finkielkraut à l'époque ne suffit pas à le dédouaner de tout soupçon d'antisémitisme. Et juste une toute dernière question très rapidement, est-ce que tu as l'impression que... Enfin, de quel côté le vent est en train de souffler? En gros, est-ce que tu as l'impression que c'est plutôt l'anti-intellectualisme qui est en train de gagner ou au contraire l'intellectualisme démocratique, comme tu dis, a aujourd'hui les moyens de retrouver une dynamique ascendante? Alors, quand je défends avec enthousiasme un intellectualisme démocratique, c'est bien parce que j'ai l'impression que ça n'est pas aujourd'hui le modèle dominant. Sinon, je n'éprouverais peut-être pas le besoin de le revendiquer avec un tel optimisme. Je crois aussi que quand, comme c'est mon cas, on essaie de contribuer à produire des savoirs critiques, on n'a pas envie non plus que le résultat soit désespérant. Parce que, au fond, ça voudrait dire que tout en disant le monde peut changer, on finirait par dire aux gens mais c'est pas la peine, on n'y arrive pas. Donc je n'ai pas envie d'encourager ce que moi j'appelle la dépression militante. Je pense donc que ça dépend de nous. Je ne m'attends pas, pour être franc, à ce qu'il y ait un enthousiasme médiatique débordant pour mon argumentation. Mais je crois que nous avons une responsabilité d'autant plus grande en ce moment. C'est précisément quand les vents sont mauvais qu'il faut essayer de tenir bon. Donc j'essaie de ne pas me laisser porter par les vents
Et j'essaie de continuer à montrer qu'après tout, il peut être désirable d'essayer de parier sur l'intelligence des gens. Merci beaucoup Éric, et j'enjoins tout le monde à lire ton bouquin « Misère de l'anti-intellectualisme ». Merci Pablo.